Je m'appelle Élodie Martin et j'ai 33 ans. Le jour où mon père a oublié de raccrocher son téléphone, je me tenais dans la cuisine de la villa à 1 200 000 € près d'Aix-en-Provence que ma grand-mère m'avait légué intégralement. J'avais appelé pour lui demander où il avait rangé un document de garantie décennale. Au lieu de cela, je l'ai entendu rire et dire « Elle est un boulet, elle l'a toujours été ». Puis ma mère a répondu « C'est pour ça qu'elle finira par nous donner la maison, elle veut toujours qu'on soit fiers d'elle ». Je n'ai pas interrompu. Je n'ai pas pleuré assez fort pour qu'il m'entende. J'ai appuyé sur enregistrer, j'ai écouté alors qu'ils prévoyaient de me mettre la pression pour ajouter leur nom sur l'acte de propriété, et je suis restée silencieuse jusqu'à ce que l'appel se coupe enfin. 3 semaines plus tard, alors qu'ils postaient encore des photos souriantes depuis leur croisière de luxe aux Antilles, j'ai signé les papiers de vente chez le notaire, j'ai transféré le produit de la vente sur des comptes protégés. J'ai déplacé chaque objet leur appartenant dans un garde-meubles prépayé, j'ai changé de numéro et j'ai quitté la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Quand leur vol a atterri, ils sont revenus avec des souvenirs coûteux et l'assurance de personnes qui croyaient que ma vie était toujours sous leur contrôle. Mon père a essayé sa clé une fois, puis deux. Elle ne rentrait pas. Les fenêtres de la façade révélaient des pièces vides. Leurs meubles avaient disparu. Leur nom n'était ni sur l'acte, ni sur la vente, ni sur aucun compte lié à moi. La seule chose qui attendait à l'intérieur était une enveloppe blanche sur le comptoir de la cuisine. Sur le devant, j'avais écrit 2 mots pour la famille. À l'intérieur, il y avait une seule phrase. Surprise, un boulet a fait ça. Ce qu'ils ont fait ensuite a presque détruit ma carrière, a exposé des années de mensonges et m'a forcé à choisir entre la famille que j'avais passé ma vie à essayer de satisfaire et la liberté que j'avais enfin revendiquée. Avant de vous raconter exactement ce que mon père a dit et ce qui s'est passé après ma disparition, dites-moi quelle heure il est chez vous et d'où vous regardez cette vidéo. Je veux voir jusqu'où l'histoire d'Élodie voyage ce soir. Pour comprendre pourquoi ce coup de téléphone a tout changé, vous devez comprendre ce que la maison représentait. Mon père, Jean-Pierre Martin, a passé la majeure partie de mon enfance à enchaîner des boulots de maintenance dans des usines près de Lyon. Ma mère, Catherine, alternait entre des postes de réceptionniste, des contrats saisonniers dans la vente et de longues périodes où elle insistait sur le fait qu'elle gérait le foyer. Nous n'avons jamais manqué de nourriture ou de toit, mais l'argent était traité comme une arme chez nous. Chaque fourniture scolaire, chaque manteau d'hiver, chaque rendez-vous chez le médecin et chaque activité extrascolaire était enregistrée comme un sacrifice supplémentaire que j'étais censée rembourser un jour. Quand j'ai été acceptée dans une grande école d'ingénieurs prestigieuse, mon père ne m'a pas félicitée. Il a posé l'estimation des frais de scolarité sur la table de la cuisine et a demandé « Est-ce que tu comprends ce que tes ambitions coûtent aux autres ?» Ma grand-mère, Monique, était la seule personne qui parlait différemment. Elle avait bâti une petite entreprise d'immobilier commercial après être devenue veuve à 40 ans. Elle avait commencé avec un petit immeuble de rapport négligé, en avait réparé une grande partie elle-même, avait réinvesti les loyers et possédait finalement plusieurs propriétés dans le Vaucluse. Sa maison à Aix-en-Provence n'était pas seulement chère. C'était la preuve qu'une femme pouvait construire sa sécurité sans attendre de permission. J'y passais mes week-ends à l'aider à organiser les factures, à arroser les hortensias et à préparer les baux de location. Elle m'a appris à lire les contrats avant de les signer et à distinguer la générosité de la soumission. Ne confonds jamais le fait qu'on ait besoin de toi avec le fait qu'on t'aime, m'a-t-elle dit un jour. À 16 ans, je ne comprenais pas totalement son avertissement. À 33 ans, je pouvais l'entendre dans chaque pièce de la maison. J'ai travaillé pendant mes études, j'ai obtenu mon diplôme en gestion de projets immobiliers et je suis finalement devenue directrice de projet senior pour un cabinet de développement à Lyon. À 28 ans, je gérais des rénovations de plusieurs millions d'euros, je négociais avec des entrepreneurs et je gagnais plus que n'importe qui dans ma famille proche. Mes parents appelaient ma carrière du travail de bureau et plaisantaient en disant que je passais mes journées à choisir des couleurs de peinture. Mamie Monique assistait à chaque dîner de promotion où je l'invitais. Quand elle est morte subitement, j'ai eu l'impression que la seule personne qui me voyait vraiment avait disparu. Son testament était direct. La maison d'Aix, estimée à environ 1 100 000 € à l'époque, m'appartenait exclusivement. Mes parents ont reçu des héritages distincts en espèces de près de 80 000 € chacun.
Avant que le notaire ne finisse de lire le document, mon père a demandé si la maison pouvait être considérée comme un bien familial partagé. La réponse fut non. Il a redemandé en utilisant des mots différents. La réponse resta non. En l'espace de 10 mois, la majeure partie de leur héritage s'était volatilisée. Ils ont acheté un SUV de luxe, remplacé des meubles qui avaient à peine 5 ans, rejoint un club de golf privé coûteux et financé ce que mon père appelait une opportunité d'investissement avec un vieil ami. L'investissement s'est effondré. Leur propriétaire a augmenté le loyer de leur appartement. Et ma mère m'a appelé en larmes. Ils avaient besoin d'un endroit où loger pendant quelques mois. La maison de mamie avait 4 chambres et je vivais seule, alors j'ai accepté. Il n'y avait pas de contrat de location parce que mon père disait que les contrats entre membres d'une famille étaient insultants. Je payais la taxe foncière, l'assurance, les charges, les réparations, l'entretien du jardin et les courses. Il contribuait occasionnellement en achetant de la lessive ou en faisant le plein d'essence. 3 mois sont devenus 1 an. 1 an est devenu presque 4. Pendant ce temps, ma maison est lentement devenue la leur. Dans les conversations, ma mère disait aux voisins, « Nous avons hérité de cet endroit. » Après le décès de Monique, mon père se présentait aux artisans comme le propriétaire de la maison. Ils ont remplacé les photographies que j'avais choisies par des portraits de famille centrés sur eux-mêmes. Quand je m'y opposais, ils m'accusaient d'être trop possessive. Lors d'un barbecue de quartier, ma mère a posté des photos en ligne avec la légende, « Rien de mieux que de recevoir des amis dans notre belle maison d'Aix. » Je me tenais à l'arrière-plan d'une photo, tenant un plateau de boisson comme une employée de maison. Quand je lui ai demandé de corriger la publication, elle a ri. Tout le monde sait ce que je voulais dire, pourquoi cherches-tu toujours des raisons de créer des tensions? Leur plus grande performance a commencé quand ils ont annoncé leur rêve de faire une croisière de luxe. Ils avaient déjà choisi les destinations avant de demander comment ils allaient payer. Mon père a suggéré une hypothèque sur la maison. Quand je lui ai rappelé qu'il n'avait aucun droit de propriété, son expression a changé. Ta grand-mère te l'a laissé parce qu'elle te faisait confiance pour prendre soin de la famille. J'ai refusé de mettre la maison en garantie, mais la culpabilité a fait ce que la pression juridique ne pouvait pas faire. J'ai accepté de payer leurs billets d'avion et certains hôtels comme cadeau d'anniversaire de mariage. En 2 semaines, certains hôtels étaient devenus des suites, des visites privées, des transferts en classe affaires et une carte de voyage d'urgence connectée à mon compte. Ma mère se plaignait que le premier hôtel manquait d'un balcon. Mon père m'a demandé d'augmenter la limite de dépenses parce que les restaurants étaient plus chers que prévu. J'ai payé quand même. À l'époque, je me disais que j'étais généreuse. La vérité était plus humiliante. J'essayais encore d'acheter l'approbation qu'ils ne m'avaient jamais donnée gratuitement. La veille de leur départ, ma mère se tenait dans ma cuisine et suggérait que je vende plusieurs meubles anciens de mamie Monique. Tu n'as pas besoin de toutes ces vieilleries, disait-elle, l'argent pourrait nous aider à profiter du voyage convenablement. J'ai décliné. Elle a touché mon bras et a souri comme si elle réconfortait un enfant déraisonnable. Tu dois apprendre que les possessions comptent moins que la famille. Le lendemain matin, je les ai conduits à l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry, j'ai déchargé leurs valises et j'ai tendu la carte de voyage à mon père. Il a embrassé mon front pour la première fois depuis des mois. Pour un bref et pathétique moment, je me suis sentie aimée. Je les ai regardés disparaître au contrôle de sécurité, ignorant que pendant qu'ils profitaient du voyage à mes frais, ils diraient enfin tout haut ce qu'ils pensaient de moi depuis des années. 5 semaines après le début de leur voyage, un orage a éclaté sur Aix et l'eau de pluie a commencé à s'accumuler près d'une des fenêtres de l'étage. Mon père avait rangé les papiers de la garantie de la toiture quelque part dans son classeur, mais après avoir cherché pendant près d'1 heure, je ne les trouvais pas. Je l'ai appelé alors qu'il séjournait avec ma mère dans un hôtel de luxe. Il a répondu après la 4e sonnerie, l'air irrité avant même que je n'explique le problème. Qu'est-ce qu'il y a encore, Élodie ? Je lui ai parlé de la fuite et j'ai demandé où il avait placé les documents. Il a soupiré bruyamment. Tiroir du bas dans le bureau, dossier bleu, tu aurais pu attendre notre retour. Je lui ai rappelé que les dégâts des eaux attendaient rarement la fin des vacances. Derrière lui, j'entendais le bruit de la circulation, des verres et ma mère demandant s'ils étaient en retard pour le dîner.
Mon père m'a dit qu'il se dirigeait vers un restaurant près du port. Je leur ai souhaité une bonne soirée, je l'ai remercié et je l'ai entendu dire au revoir. Puis vint le bruit de frottement de son téléphone glissé dans une poche de veste. Le compteur de l'appel continuait de tourner. J'ai levé le pouce pour raccrocher. Avant de toucher l'écran, j'ai entendu ma mère demander, c'était encore elle. Mon père a répondu, qui d'autre, il y a toujours quelque chose qui ne va pas quand Élodie est impliquée. Il croyait que l'appel était terminé. Ma mère se plaignait que je traitais la maison comme un musée et que je m'inquiétais trop pour les réparations. Mon père a dit que le problème disparaîtrait une fois qu'il contrôlerait la propriété. La phrase était si décontractée que je me suis d'abord demandé si j'avais mal compris. Puis ma mère a demandé, « Tu penses vraiment qu'elle nous mettra sur l'acte de propriété ?» Il a ri. Finalement oui, c'est un boulet mais elle est prévisible, fais-la culpabiliser et elle fera presque n'importe quoi. J'ai arrêté de respirer. Ma mère lui a rappelé que j'avais payé la majeure partie de leur voyage après seulement quelques conversations sur l'obligation familiale. Ils se félicitaient mutuellement comme si me manipuler était un jeu privé qu'ils maîtrisaient. J'ai posé le téléphone sur le comptoir, activé l'enregistreur sur ma tablette professionnelle et je l'ai tenu à côté du haut-parleur. Mes mains tremblaient si fort que les appareils s'entrechoquaient. Ils discutaient de la maison, de mes revenus et de mes faiblesses émotionnelles avec l'efficacité calme de personnes examinant un plan financier. Mon père a dit qu'à leur retour, ils devraient s'installer dans la chambre principale parce qu'il était ridicule que j'aie la plus grande pièce alors que je travaillais tard si souvent. Ma mère a suggéré de vendre les antiquités de mamie Monique et d'utiliser l'argent pour leur retraite. Ils avaient même discuté de rencontrer un avocat pour explorer les droits d'occupation si je résistais. Elle ne jetterait jamais ses propres parents dehors, a dit ma mère, la honte publique à elle seule l'arrêterait. Mon père était d'accord. Puis il a dit les mots qui ont séparé ma vie en un avant et un après. Elle est un fardeau depuis le jour de sa naissance, la nourriture, les vêtements, l'école d'ingénieur, chaque petite ambition dramatique, maintenant elle a une maison de valeur qu'on lui a remise et elle agit comme si elle avait tout gagné toute seule, d'ici l'année prochaine. Cette propriété nous fera vivre, c'est le moins qu'elle nous doive. Ma mère ne m'a pas défendue. Elle a répondu, sa faiblesse est qu'elle veut toujours qu'on soit fier d'elle. Ils ont ri. Ce n'était pas le rire dramatique des méchants de cinéma. C'était familier, détendu et intime. Cela rendait la chose pire. J'avais entendu ce même rire à travers les murs quand j'étais enfant après qu'il s'était moqué d'un de mes projets scolaires. Je l'avais entendu quand je cumulais 2 boulots pendant mes études et que je rentrais trop épuisée pour assister à un dîner de famille. Je l'avais entendu après mes promotions, mes anniversaires et chaque limite que j'essayais d'établir. Pendant des années, j'avais interprété leur rire comme la preuve que j'étais trop sensible. Maintenant, je comprenais que m'humilier était l'une des rares choses qui les unissait systématiquement. L'appel a duré encore 11 minutes. Ils discutaient de me forcer à acheter une résidence secondaire pour qu'ils puissent utiliser la maison d'ex exclusivement. Ma mère suggérait de dire aux proches que je les négligeais. Mon père a dit qu'il pourrait simuler des problèmes de dos aggravés pour que je me sente responsable de leur logement futur. Il prévoyait de présenter le transfert de propriété comme une nécessité de planification successorale plutôt que comme un changement de propriétaire. Il croyait que s'il plaçait assez de papiers devant moi lors d'une conversation émotionnelle, je signerais sans lire attentivement. Mamie Monique avait passé des années à m'apprendre à ne jamais faire ça. Il supposait que ces leçons avaient échoué. Quand la connexion internationale s'est enfin coupée, je suis restée dans la cuisine à fixer mon reflet dans l'écran noir du téléphone. Je voulais les rappeler. Je voulais répéter chaque mot et les forcer à s'expliquer. Je voulais que mon père panique et que ma mère commence l'une de ses excuses polies. Mais les confronter leur donnerait le temps de changer de tactique. Ils nieraient la conversation, prétendraient que je manquais de contexte, m'accuseraient d'envahir leur vie privée et rentreraient préparés pour une bataille. Le silence était mon seul avantage. J'ai ouvert le dossier bleu dans le classeur. La garantie de la toiture était à l'intérieur, mais en dessous, j'ai découvert autre chose. Des emails imprimés entre mon père et un avocat local. Il avait demandé si des résidents de longue durée pouvaient obtenir un droit de propriété par le biais de contributions,
d'entretien ou de promesses verbales. Dans son message, il prétendait faussement qu'il avait payé pour des réparations majeures et que mamie Monique lui avait verbalement destiné la maison. La réponse de l'avocat était prudente. Sans preuves écrites, sans paiement ou sans son nom sur le titre, sa demande semblait faible. Mon père avait imprimé l'email et écrit une phrase en bas. Accumuler des preuves après le retour. Ce fut le moment où le cœur brisé est devenu stratégie. Il ne faisait pas que se plaindre de moi. Il créait un plan. J'ai photographié chaque page, transféré l'enregistrement sur un compte sécurisé et inspecté la maison avec un regard neuf. Mon père avait récemment commencé à demander que les factures d'électricité soient envoyées à son nom. Ma mère avait gardé les reçus des décorations qu'elle avait achetées en les étiquetant amélioration de l'habitat. Ils avaient commencé à qualifier les corvées de base d'entretien de la propriété. Chaque petit acte avait semblé agaçant mais inoffensif. Ensemble, ils formaient une tentative délibérée de construire une histoire dans laquelle ils avaient contribué à la maison et où je leur avais promis la propriété. Ce soir-là, ma mère m'a envoyé une photo d'elle et de mon père souriant devant un monument. Son message disait « Nous passons un moment merveilleux, merci de prendre soin de ta famille, nous savions que nous t'avions bien élevé. » J'ai regardé la photo pendant longtemps. Puis j'ai tapé « Je vous en prie, profitez de chaque minute. » Elle a répondu avec 3 émojis cœur. Je ne lui ai pas dit que pendant qu'elle choisissait des souvenirs, j'avais déjà programmé un rendez-vous avec une avocate spécialisée en droit immobilier pour 8 heures le lendemain matin. Pendant les 23 jours suivants, j'ai mené 2 vies séparées. Dans l'une, j'étais la fille fiable surveillant les réservations d'hôtels, répondant poliment aux photos et m'assurant que la carte de voyage de mes parents continuait de fonctionner. Dans l'autre, je retirais discrètement chaque levier qu'ils croyaient posséder. J'ai structuré le processus comme l'un de mes projets de développement parce que les listes étaient plus faciles à gérer que le chagrin. Première tâche, confirmer la propriété. J'ai rencontré maître Camille Renaud, une avocate qui avait géré plusieurs transactions commerciales pour mon entreprise. Elle a examiné le testament de Monique, l'acte de propriété enregistré, les relevés fiscaux, les relevés bancaires et les emails que j'avais trouvés. Sa conclusion était sans ambiguïté. La maison m'appartenait uniquement. Mes parents n'avaient pas de bail, pas de droit de propriété et aucune preuve de contribution financière. Leur présence avait été tolérée, non contractuelle. Camille m'a conseillé de documenter leurs biens, de fournir un avis écrit que leur permission d'occuper la propriété avait pris fin et d'organiser un accès sécurisé à leur possession. Vous avez le droit de vendre votre propriété, a-t-elle dit, mais attendez-vous à ce qu'il transforme une question juridique en un spectacle émotionnel. J'ai failli rire. Le spectacle émotionnel était la compétence professionnelle la plus forte de ma mère. Deuxième tâche, protéger les preuves. J'ai créé des copies cryptées de l'enregistrement téléphonique, des emails, de l'acte, du testament, des paiements de taxes, des factures de réparation et des dépenses ménagères. J'ai donné une copie à Camille et j'en ai placé une autre dans un coffre-fort dans une banque que mes parents n'avaient jamais utilisée. Troisième tâche, séparer les finances. J'ai fermé la carte de voyage dès que leur vol de retour a été confirmé, j'ai transféré mes économies sur de nouveaux comptes, j'ai changé chaque mot de passe, j'ai retiré ma mère comme contact d'urgence et j'ai bloqué mon crédit. J'ai découvert qu'elle connaissait encore les réponses à plusieurs questions